Donc, alors, j'ai appelé la présentation «Ouvrir les données de la recherche», mais c'est vrai il y a aussi, on va aussi aborder les enjeux de la science ouverte. Alors, sur l'histoire et les enjeux, c'est vrai que quand on parle de science ouverte, on a souvent cette question on n'a pas forcément attendu le 21e siècle pour ouvrir la science. Et effectivement, si on reprend des choses beaucoup plus anciennes, comme le Journal des savants ou Philosophical Transaction, je suis en train de voir qu'il y a une coquille, dès 1665, on s'aperçoit qu'il y avait déjà cette volonté d'ouvrir et de partager largement dans les possibilités qu'on avait à l'époque, mais en tout cas de partager largement les résultats de la recherche. Au XXe siècle, c'est quand Robert Merton définit les 4 piliers de la science, et notamment les 2 premiers qui vont nous intéresser pour la science ouverte, que sont l'universalisme et le communalisme. C'est effectivement déjà là aussi de la science ouverte qui ne porte pas le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Si on prend les pratiques de collecte, on m'a dit un jour, mais les données de la recherche, moi, ça ne me concerne pas, je travaille avec un papier et un crayon. Alors, je suis allée rechercher un exemple assez ancien. Ce que vous avez sur cette slide, c'est une page du Journal des savants, donc c'est le lundi 26 janvier 1665, et c'est l'observation d'une comète. Et donc, vous voyez que effectivement, on a bien des données qui sont mentionnés ici, qui sont rapportés, notés, et quelques pages plus loin, on lit. Alors, j'ai modernisé le français, s'il y a des littéraires parmi vous, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Quelques pages plus loin, on peut lire: lorsqu'on aura pu ramasser les différentes opinions et observations qui se sont faites dans les pays étrangers, on ne manquera pas de les insérer dans ce journal. Donc voilà, la collecte des données, elle a toujours existé, et elle n'a pas attendu effectivement le numérique pour exister. Elle préexiste. Ce que l'on appelle aujourd'hui données de la recherche, ça préexistait bien avant même l'informatique. Et ces pratiques de collecte et effectivement les dérives, alors ça aussi, c'est les inquiétudes qui s'expriment régulièrement, c'est plus je partage mes données, plus elles vont être pillées. Ces dérives, elles sont aussi très anciennes. Là, j'ai mis donc la page du Journal des savants, donc l'édition qui a été publiée en 1665 à Paris, donc qui est celle avec privilège du roi, etc. Et à droite, c'est une contrefaçon qui a été éditée à Amsterdam en 1679 chez Pierre Legrand. Donc là, c'est tout ce marché en fait de l'édition pirate qui qui existait déjà au XVIIe siècle, et qui fait que les notions, tout ce qui était, toute la science qui était ouverte était déjà très largement piratée. Alors effectivement, ça pose un certain nombre de questions, mais c'est vrai que c'est un petit peu pour replacer les choses dans une perspective un peu plus ancienne, dans la mesure où souvent on a l'impression que ce sont des questions qui sont très actuelles, mais elles ont d'une certaine façon toujours existé, alors avec des échelles peut-être un petit peu différentes. Là où on a au XXe siècle un vrai changement par rapport à ça, c'est dès lors qu'on a la réaction des réactions de scientifiques qui s'expriment par rapport à une édition scientifique qui devient un modèle d'oligopole avec un certain nombre de géants, dont Elsevier par exemple, qui affiche désormais des marges à 40%, et j'ai mis en comparaison les marges que fait Apple, qui ne sont à côté que de 23%. Et c'est vrai que c'est là où vraiment la question de la science ouverte, alors d'abord avec l'open access pour les publications, puis ensuite avec ce qui va concerner l'open data, il y a une réelle réflexion dans le monde scientifique. Donc le lancement d'Archive, c'est déjà en 1991. Euh, euh, et donc ça fait quand même déjà quasiment 40 ans, 30 ans, pardon, excusez-moi. Et après l'ouverture de Halle, Halle a 20 ans cette année, donc voilà, ce sont des questions qui sont déjà anciennes. Alors j'ai mis
De façon un petit peu provocatrice, là aussi, un petit peu pour faire le pendant de ce que je disais précédemment, le lancement de FiOp en 2011 aussi. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui va sous-tendre tous les enjeux qu'on va avoir autour de la science ouverte, il y a vraiment souvent des initiatives de pionniers qui veulent aller vers une ouverture, un partage des résultats plus large, etc. Des politiques institutionnelles qui essayent de suivre et de s'adapter, et puis des initiatives de ce qui relève, alors pour OSAIOP par exemple, du Dark Open Access, il y a vraiment cette tension entre ces trois, je dirais, ces trois enjeux, souvent que ce soit sur les publications ou sur les données. Alors, sur les données, c'est le mouvement en faveur de l'ouverture des données, lui aussi, il est assez ancien, puisque GenBank, son ouverture, c'est 1992. En 2006, alors vous la connaissez mieux que moi, mais Tim Berners-Lee réfléchit déjà à une échelle pour le partage et pour le partage des documents avec, oui, mettre en ligne un PDF, c'est bien, mais si on peut mettre en ligne un document modifiable, c'est encore mieux. Si on peut mettre en ligne un document modifiable dans un format ouvert, c'est encore mieux. Si on a des métadonnées associées, etc. Voilà, et on a une gradation comme ça. Et on a déjà... à côté de ça, il y a des travaux sur un Open Government Data qui sont à l'origine, à l'initiative de gens comme Laurence Lessig, Tim O'Reilly, Aaron Schwartz, alors je ne vais pas forcément tous les citer. Et déjà, les principes qu'on voit s'exprimer, c'est l'accessibilité des données non propriétaires, des licences ouvertes. Voilà, donc c'est vrai que cet enjeu-là, finalement, il est assez ancien. Et ce qu'on voit émerger à l'heure actuelle, qui est plus par le biais des exigences des financeurs, ce sont finalement des initiatives et des questionnements qui datent d'une grosse vingtaine d'années, voire un petit peu plus. Alors, sur un plan, un enjeu plus économique, l'OCDE, dès 2007, fait paraître un rapport qui s'appelle « Principes et lignes directrices pour l'accès aux données de la recherche financées pour fonds publics », sur fonds publics, dans lequel on trouve en fait tout ce qui va être désormais dans les exigences des financeurs, c'est-à-dire qu'une recherche qui a été financée par l'impôt devra être rendue d'une certaine façon à la société. Dans la feuille de route de la science ouverte canadienne, il y a le terme de reddition aux citoyens, que je trouve assez fort. Alors, je ne sais pas exactement si le terme a tout à fait le même sens en français du Canada mais c'est vrai que je trouvais que le terme était assez fort pour voilà, cette volonté de vraiment, on va rouvrir et rendre alors, aux citoyens, mais aussi dans le cas de l'OCDE, aux entreprises, tout ce qui aura été financé sur fonds publics. Tout ça se traduit de façon plus institutionnelle par un mouvement qui était sous l'impulsion de la présidence de Barack Obama, donc en 2011, l'Open Government Partnership. Et cette initiative, en fait, elle réunissait environ 80 pays. Et elle plaidait pour avoir des gouvernements qui soient plus transparents, qui rendent davantage de comptes aux citoyens et de façon à améliorer la qualité de la gouvernance et la qualité des services. Alors ça, c'est sur un aspect plus global, mais on va voir qu'en fait, tout ce qui va être, tout ce qui est notre plan national pour la science ouverte, etc., vient en fait de ces initiatives, puisque dans ces initiatives très générales, il y avait un volet sciences ouvertes et recherche. Alors, un mot sur le cadre européen, parce que je trouve qu'il est intéressant de le regarder et puis de revenir au texte même, parce que c'est vrai que souvent on a les guidelines des financeurs qui sont en bout de chaîne, ce qui est de façon très pratique ce à quoi on doit répondre, mais dans la directive notamment européenne sur les données ouvertes, la directive PSI, donc sur la réutilisation des informations du secteur public, dans sa version de 2019 qui va être transposée en droit français prochainement, donc du coup normalement d'ici l'été, on a le considérant numéro 9 qui est assez intéressant parce qu'il dit assez clairement ce qu'attend l'Europe des données publiques en fait, qui est donc les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur,
à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie. Donc voilà, je trouve que ce paragraphe, il est vraiment intéressant sur ce qui sous-tend cette ouverture des données et il répond quand même à un certain nombre de questions qui peuvent parfois se poser, qui est: «Mais pourquoi on doit, autoriser les utilisations commerciales?» et cetera. Il y a vraiment cette volonté d'avoir un effet de transformation sur les secteurs de l'économie. Alors avec voilà, il y a un autre texte qui est intéressant, qui est un texte qui s'appelle «Une stratégie européenne pour les données», qui est donc une communication qui a été faite, donc de la part de la Commission au Parlement, en février 2020 et qui évoque la création de, 9 espaces européens communs de la donnée. Donc ça, c'est, de mémoire ce sera dans le Digital Data Act et donc, outre ces 9 espaces européens des données, donc qui sont par grandes thématiques, les travaux parallèlement se poursuivent avec un nuage européen de la donnée, donc pour la science ouverte, qui est EOSC, qui offre un accès, une réutilisation des données de recherche aux chercheurs. Et en fait, on apprend dans ce texte, puisque jusqu'ici, c'était pas forcément enfin, c'était pas dit aussi clairement, que l'ouverture des OSC au secteur privé est prévue à partir de 2024. Donc voilà pour le cadre qui est posé actuellement au niveau européen. En France, ça se traduit, donc du coup, vous vous souvenez, l'Open Government Partnership, on a eu notre déclinaison française, donc avec l'ouverture de data.gouv dès 2011 et la création de la mission Etalab en 2013. Et il existe en fait un certain nombre de plans qui sont la déclinaison directe de ce qui avait été fait au niveau international. Donc un plan qui s'appelle «Pour une action publique transparente et collaborative», qui a déjà connu 2 versions et qui doit en avoir une troisième, et avec une vingtaine d'engagements, et dont un qui est construire un écosystème de la science ouverte. Et notre plan, en fait, notre plan national pour la science ouverte, c'est vraiment, cet engagement, sur une ouverture globale, en fait, de ce qui est, données publiques. Alors, pour le plan national pour la science ouverte, le principe, c'était que donc la France s'engageait pour que les résultats de la recherche scientifique soient ouverts à tous, chercheurs, entreprises, citoyens, et avec ces termes qui sont assez forts et qu'on ne retrouve pas forcément dans les enjeux de la science ouverte dans tous les pays, qui sont sans entrave, sans délai et sans paiement. Et l'axe 2 du plan national pour la science ouverte, ce qui va nous intéresser, c'est donc le projet d'avoir une obligation de diffusion ouverte des données. Alors, on va voir que, bien entendu, ça dépend des données, on ne va pas tout ouvrir sans condition, mais on va vers un objectif qui est diffusion par défaut des données issues de recherche financée sur fonds publics. Côté Sorbonne Université, donc vous connaissez, sur l'aspect sciences ouvertes, vous connaissez la charte, pour le libre accès, aux publications. J'ai rappelé le lien si besoin. Il y a également eu une déclaration, sur le droit des données, de la recherche qui a été signée en janvier 2020 par un certain nombre d'associations d'universités au niveau international. Et cette déclaration, elle plaide pour à la fois un partage large et une ouverture des données, mais en ayant un certain nombre de protections aussi pour des données spécifiques à la recherche. Et actuellement, donc je pense que certaines et certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Est en cours un groupe de travail à l'échelle de l'Alliance Sorbonne Université, donc avec les partenaires de l'Alliance, sur les données de la recherche et sur l'ouverture des données, avec 3 objectifs. Donc s'accorder sur une définition commune sur les données de la recherche, puisqu'on va voir qu'effectivement, définir les données de la recherche, ça n'est pas une chose aisée d'une discipline à l'autre, et du coup, avoir une définition assez englobante, c'est pas forcément très, très simple. Effectuer un benchmark sur l'offre de services, en fait, sur les données à l'étranger, pour essayer de repérer ce qui serait intéressant d'offrir comme service. Et puis cartographier les données existantes à l'échelle de l'Alliance, donc par le biais d'une enquête qui a été passée en fin d'année dernière,
et qui a, pour la FSI, cette enquête, elle a été suivie d'un certain nombre d'entretiens avec les unités auxquels vous avez peut-être participé, pour recueillir vraiment finement les besoins que vous pourriez avoir et essayer de concevoir un service, j'en reparlerai, vraiment autour des données de la recherche et d'accompagnement, de gestion et d'ouverture des données. Alors, pourquoi gérer et ouvrir les données? Donc j'ai mis, quelques chiffres, je vais vous faire grâce de toute cette liste, mais voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a, à peu près 50 des expériences qui sont considérées comme non reproductibles et 80 des données qui sont produites ces 20 dernières années qui seraient perdues. Donc ça, c'est quelque chose qui doit quand même vraiment nous interroger. C'est effectivement, quid de la conservation et de la pérenne des données au-delà du temps du projet, en fait. Et c'est vrai que, c'est un enjeu qui est quand même extrêmement important et le dernier chiffre que j'avais surligné, c'était 80 des données produites sont stockées ailleurs que dans des entrepôts. Ailleurs que dans des entrepôts, ça veut dire que, bah, c'est plus difficile de les faire connaître, de les rendre réutilisables, et cetera. Donc, on a cet enjeu, alors le terme qui avait été employé, c'était la bibliothèque des données brûlent, mais c'est vrai de cette perte de données où, en fait, on considère que pour un papier, pour un article publié avec des données associées, la chance d'avoir les données décroît de environ 17% au fil des années. Donc, c'est vrai que on a un fort enjeu, et notamment pour préserver le patrimoine scientifique qui va être nativement numérique. Alors là, j'ai pris deux exemples. Un premier exemple qui est une numérisation dans le cadre d'un projet NR, la numérisation des fiches de lecture de Michel Foucault. Donc, ce que vous voyez sur l'image du milieu, c'est une fiche de lecture de Foucault. Et puis, sur la colonne de droite, ce que j'ai mis, ce sont les extraits. Alors, elle les avait publiés dans un billet de blog sur la boîte à outils des historiens, donc c'est pour ça que j'ai pu les reprendre. Ce que j'ai mis, ce sont les notes de lecture d'une chercheuse qui est à la faculté des lettres, Franziska Einberger, d'une chercheuse dans l'outil de gestion bibliographique Zotero. Et on sait vraiment, enfin voilà, pour conserver et remettre à disposition les fiches de lecture de Michel Foucault, c'est quelque chose qu'on sait faire et dont on a la maîtrise. Pour conserver sur un temps aussi long les fiches de lecture de Franziska dans Zotero et pouvoir après les valoriser, etc., dans 50 ans, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va avoir un véritable travail à conduire pour pouvoir avoir ces données de recherche nativement numériques qui vont être conservées sur un temps long. Alors, j'ai mis aussi un point sur les codes, en fait, parce que les données, de plus en plus, sans les codes sources, si on a les données sans les codes, en fait, on peut quasiment rien en faire. Et c'est vrai que dans les piliers de la science ouverte, on va avoir l'open access, donc pour les publications, l'open data, mais l'open source aussi, et les codes ouverts. Donc, c'est le logiciel, comme les données, doit pouvoir être ouvert et accessible à des fins de reproductibilité. Et notamment, c'est je pense, notamment important, enfin d'autant plus important que, par exemple, si on prend des exemples de forges comme GitHub, GitLab, etc., on a vu certains de ces services faire l'objet de fermetures assez brutales. Et du coup, ça a posé des problèmes après avec des pertes de code, etc. Software Heritage est né un petit peu de cette idée qu'il fallait conserver sur un temps long les codes, dans la mesure où jusqu'ici, ça n'existait pas. Donc, je mentionne dans les services vraiment d'archives qui, là, sont sur un temps beaucoup plus long, un Software Heritage ou aussi les services du CINET. Alors tout ça, là je parle beaucoup de conserver sur le long terme, mais une autre question qui va se poser, c'est que garder, puisqu'on va être face à des enjeux à la fois économiques et environnementaux qui vont être quand même assez importants, à la fois des enjeux de stockage à moyen terme pour garantir l'intégrité des fichiers, sécuriser le stockage, sauvegarder, et j'ai mis
l'illustration que vous avez à gauche, c'est l'incendie d'OVH il y a quelques semaines. Et puis la question de la conservation sur le long terme, donc supérieure à 30 ans, avec la question d'être en capacité de lire des fichiers à long terme, de faire migrer les formats de fichiers pour que dans 30 ans, dans 50 ans, on soit capable d'ouvrir un fichier et qu'on soit capable de voir ce qui avait été produit. Et ça, c'est un sujet qui est encore peu abordé. Or, pour moi, alors c'est peut-être parce que je suis bibliothécaire et que dans les bibliothèques, on a toujours manqué de place, et enfin, depuis toujours. Cette croissance, les données à stocker, c'est une croissance exponentielle. Et on va avoir une vraie question de maîtrise des coûts, que ce soit un coût économique à l'échelle d'un établissement, et sur un plan plus global, un coût environnemental. Et c'est vrai que dans les grandes, dans les grands objectifs que je vous ai montrés précédemment, au niveau européen et cetera, on a énormément de questions sur, on va partager les données, faire passer des intelligences artificielles dessus, tatati tatata, mais on a très peu de questionnements sur, comment on le fait, dans quel cadre et voilà, pour vraiment, avoir aussi cette idée de, effectivement, on doit aller vers le partage, tout en maîtrisant aussi, le coût de ce partage. Alors, en pratique, pour gérer les données, quels sont les grands points que vous verrez revenir à l'heure actuelle? Donc, déjà, si je reprends, parce que je parle beaucoup de données sans réellement les définir pour le moment, la définition qui sort donc de ce fameux rapport de l'OCDE, j'ai cité tout à l'heure, qui date de 2007, mais que vous retrouverez quasiment dans tous les guidelines des financeurs, c'est celle-ci, c'est les données, les données de la recherche, ce sont des enregistrements factuels, des chiffres, des textes, des images et des sons qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et qui sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Voilà, donc ça, c'est la définition assez globale qu'on retrouve à peu près partout. Elle n'est pas sans poser problème dans la mesure où déjà le terme de source peut faire débat du côté sciences humaines et sociales, et la notion de validation des résultats, la validation des résultats en histoire ou en philosophie, c'est plus compliqué à manier. Alors, il y a une autre définition que j'ai trouvée intéressante, parce que j'avais pas mal cherché pour en trouver une qui soit encore plus englobante, qui est celle-ci. Donc, research data means data in the form of facts, observation, images, computer program results, recordings, measurements, experience on which an argument, theory, test, or hypothesis, or another research output is based. Et donc voilà, là on prend aussi le fait que les données, c'est ce qui vient étayer, c'est le matériau de travail qui a préexisté pour rédiger, décrire un argument, une théorie, etc. Donc c'est une définition qui est quand même déjà plus intéressante, je trouve, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient sur des projets plus côté SHS. Pour gérer les données, donc ce qui a été adopté, c'est un certain nombre de principes qu'on appelle les principes FAIR, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Donc FAIR pour facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Avec ce principe qui est, on va ouvrir autant que possible, on va juste au plus loin que possible dans l'ouverture des données, mais dès lors qu'il y a une nécessité de fermer, c'est-à-dire de protéger des données qui seraient, par exemple, des données de santé, etc., à ce moment-là, on referme. Et les principes FAIR, ils sont nés en fait ils ont été produits par des chercheurs qui venaient du domaine de la santé, qui se sont demandé jusqu'où ils pouvaient aller pour signaler leurs données, les faire connaître, faire connaître leur existence à la communauté, mais en protégeant les données elles-mêmes. Et donc, de fait, alors il y a une quinzaine de principes, je ne vais pas tous les passer ici, mais on décrit les données le plus précisément possible, on leur attribue un identifiant pérenne, donc un DOI. Si possible, on met, si on peut les partager, même de manière restreinte, on met donc une licence pour leur réutilisation. Et puis, on a des protocoles ouverts au maximum.
Et donc, les données qui vont être FAIR ne sont pas forcément des données totalement ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des données FAIR, donc c'est l'image qui est en bas, enfin c'est la brique qui est en bas à gauche. Vous pouvez avoir des données qui vont être FAIR avec un DOI, elles sont décrites, on connaît la source de ces données. En revanche, les données elles-mêmes ne sont pas accessibles pour un certain nombre de justifications tout à fait légales. Alors, ce sont par exemple des données de santé, il y a un embargo dessus pour diverses raisons, etc. Mais on sait qu'elles existent. Une question qui m'a déjà été posée sur les principes FAIR, c'était est-ce qu'ils ont été adaptés pour les codes des logiciels? Alors oui, c'est le cas. Il y a un article en fait qui est paru sur une transcription et vraiment une adaptation principe FAIR par principe FAIR pour les codes des logiciels. Donc je vous ai mis je vous ai mis le lien pour que vous puissiez le consulter si vous en avez besoin et si vous travaillez. Je vais faire un point, alors bon, assez relativement rapide sur le cadre juridique de l'ouverture des données, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, on va dire. Il existe un guide qui s'appelle Ouverture des données de la recherche, donc il y a un guide d'analyse du cadre juridique qui date de fin 2017, qui est encore d'actualité, qui est très bien fait, parce qu'il essaye de prendre des cas pratiques et de décrire comment en fait les gérer. Ça n'empêche pas, bien entendu, d'avoir recours aux collègues des services juridiques, que ce soit les affaires juridiques ou le bureau de la propriété intellectuelle, parce que c'est vrai que souvent, parfois, pour qualifier en fait le régime juridique de données dans un projet de recherche, il faut vraiment faire appel aux collègues juristes, en fait. Alors, les données, en fait, elles relèvent les données de recherche, elles relèvent de plusieurs lois, et notamment la loi pour une république numérique, qui, dans son article 30, dit que dès lors que les données sont issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations publiques, qu'elles ne sont pas protégées par un droit spécifique, leur réutilisation est libre. Donc libre, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment sans entrave, etc. Et dans cet article 30, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que si l'éditeur d'un article vous demande d'associer le jeu de données, il n'a pas le droit de limiter la réutilisation des données. C'est-à-dire que les données, dès lors qu'elles sont ouvertes, ce sont des données publiques et elles sont réutilisables, quand bien même l'éditeur vous ferait signer un contrat beaucoup plus restrictif. Préciser un petit peu ce cadre, donc en fait, on est sur un principe de communication et de réutilisation libre et gratuit avec donc la directive PSI que j'ai citée tout à l'heure et donc plusieurs lois dans le cadre français, la loi CADA donc pour l'accès aux documents administratifs, puisque alors ça choque parfois un petit peu, mais effectivement, les données de la recherche étant produites dans le cadre de travaux d'établissements publics, sur un point de vue, sur le plan juridique, elles sont considérées comme des données publiques. Donc, du coup, elles relèvent de la loi CADA, de la loi Walter, qui est la loi de 2015 sur l'open data, et donc de la loi pour une république numérique, tout ceci ayant été codifié dans un code au joli nom de Code des relations entre le public et l'administration. Alors, en pratique, ça va dépendre du type de données, puisque dans le domaine, par exemple, de la géographie ou de l'environnement, là, on est sur une communication obligatoire, c'est des données qui vont relever soit de la directive Inspire, soit de la convention d'Aarhus. Et à l'inverse, on va avoir des données dont la communication sera totalement interdite. Et donc, même si vous avez un projet qui est financé, dès lors que vous avez des données qui relèvent de ces domaines, vous n'ouvrirez pas les données, et ça fait partie des justifications que le financeur accepte de façon tout à fait normale. C'est donc tout ce qui va relever de la défense, la sûreté de l'État, le secret professionnel, donc le secret médical, le secret industriel et commercial. Et après, on a un certain nombre de communications possibles sous condition, donc des données qui vont être soit protégées par le droit d'auteur, alors ça on va y revenir, soit relatives à des personnes privées, tout ce qui va être données personnelles. Le principe sur les données personnelles, c'est une interdiction de communication, sauf si elles ont été anonymisées ou pseudonymisées. Et puis, alors un point qui est assez fréquent, si vous avez un projet avec un partenaire privé, lui, il n'est pas soumis à une obligation de service public, donc de fait, dans ce cas-là, c'est ce qui a été signé dans le contrat qui va s'appliquer, et ça peut faire l'objet d'une restriction sur le partage des données s'il y a des données fournies par un partenaire privé. Sur l'aspect de propriété intellectuelle, alors est-ce que les données sont protégées par le droit d'auteur? Ça, c'est toujours une vaste question, puisqu'une donnée, alors,
si je prends le terme de données brutes, qui est toujours un terme délicat à manier, parce qu'une donnée, c'est jamais réellement brut, dans la mesure où pour la produire, on a quand même déjà fait des choix. Pour autant, une donnée, alors qu'on va qualifier un peu en faisant un raccourci de brut, ne relève pas de la propriété intellectuelle. Elle n'en relève que si c'est une œuvre. Alors, si je prends un exemple tout simple, je prends la photo d'un objet sur un chantier de fouilles. On prend une photo purement descriptive, entre guillemets, de l'objet. Ça ne va pas être considéré comme une œuvre, ça va plus pencher sur le côté purement données brutes. En revanche, si je refais ma même photo sur le chantier de fouilles en mettant un effet de flou, un éclairage particulier, etc., là, on considère qu'il y a un caractère original, que c'est empreint de la personnalité de l'auteur, etc. C'est ça qui va... et donc, c'est ce qui fait la complexité, en fait, de la qualification juridique des jeux de données, c'est dans un jeu de données, il y a souvent plusieurs types de données, et donc parfois plusieurs régimes juridiques. Alors, pour ce qui est constitutif de propriété intellectuelle, donc si vous avez des textes, des résumés, etc., dans le jeu de données, ça oui, oui pour le code informatique, et à l'inverse, non pour ce qui est information purement factuelle. Et là, je sais que parfois, ça suscite des questionnements, dans la mesure où, effectivement, même si des informations factuelles de mesure, de comptage, ça a demandé un investissement humain, matériel et financier assez énorme, ça ne relève pas de la propriété intellectuelle. Pour ce qui est les autres droits de la propriété intellectuelle, voilà, il va y avoir tout ce qui est marque, brevet, etc., qui là aussi sont évidemment une limite à l'ouverture des données. À l'inverse, dès lors qu'on souhaite aller vers un partage des données, les financeurs vous demanderont de leur attribuer des licences de réutilisation, et notamment la Creative Commons, celle qui est le plus recommandée, que vous verrez dans les guidelines, c'est la Creative Commons attribution, c'est-à-dire qu'on vous cite comme source, donc la CC BY. Sur les données, donc j'ai évoqué les données personnelles, il y aura les questions liées au règlement général de la protection des données. Je ne vais pas m'étendre, mais j'ai mis des liens avec des fiches pratiques si besoin. Et pour ce qui est ouverture des données et les exigences des financeurs, le cadre actuel, c'est que côté ANR, depuis 2019, depuis la vague d'appel de 2019, le DMP est obligatoire pour tout projet. Il n'est pas évalué, mais il est obligatoire, donc dans ces 3 versions, une version à 6 mois, une version à mi-projet et une version fin de projet, c'est un livrable. En revanche, l'ANR n'oblige pas pour le moment à ouvrir les données. Alors, dans votre DMP, je vous conseillerais de ne pas marquer on n'ouvrira pas les données de façon très péremptoire, mais de mettre peut-être plutôt inconditionnel si pour l'instant vous êtes encore en discussion, de façon à ne pas être de rester en conformité avec la loi sur l'open data, même si l'ANR ne vous oblige pas à ouvrir les données. C'est une petite subtilité, mais c'est vrai que c'est important de le formuler de façon assez fine. Côté Horizon Europe, sur les projets qui vont démarrer là cette année, la science ouverte devient un critère d'excellence. Le DMP est obligatoire pour tout projet, il est évalué. Les données devront être gérées tout le long du projet selon les principes FAIR, et on est sur un principe d'ouverture des données par défaut, évidemment si le régime juridique le permet. Ce qui change par rapport à Horizon Europe, donc qui s'achève, c'est que dans Horizon Europe, tout ça était un pilote, alors que maintenant, ça devient la règle. Il y a de la gestion des données, c'est vrai que c'est une prise en compte qui doit vraiment être faite dès l'appel à projet, l'envisager dans le descriptif scientifique pour les questions de gestion des risques, pour l'impact, la dissémination des résultats. Vous verrez que les questions sur les données, vous en trouverez beaucoup dans ce volet. Sur la façon dont vous découpez vos work packages et la façon dont vous allez, là aussi, parce que ça va avoir un lien sur la rédaction, la mise à jour du plan de gestion des données, et sur les responsabilités au sein de l'équipe. Évidemment, sur les questions de ressources, que ce soit les ressources humaines ou les budgets, c'est vrai que c'est des questions qui doivent vraiment être anticipées. Alors, je vais passer... Bon, je vais dire quelques mots du plan de gestion de données assez vite, parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais quand même laisser du temps à la discussion.
Donc, le plan de gestion de données, c'est un document assez synthétique, hein, qui vous aide à expliquer comment seront gérées les données tout au long du projet. Et en bref, si je résume, vous allez avoir des questions sur la phase de collecte des données, comment vous les collectez, si vous réutilisez des données qui existent déjà, comment vous documentez, vous décrivez vos données, c'est-à-dire, en fait, dans le DMP, c'est vrai que pour le remplir au mieux, l'idée, c'est de se dire, si mes données sont réutilisées par d'autres, de quoi les autres personnes auront besoin. Et donc, il y a toute une partie sur la documentation, comment vous les décrivez, etc. Des questions sur le stockage, la sécurité, la sauvegarde, les questions juridiques dont on a parlé, des questions sur l'éthique aussi, et puis évidemment des questions sur le partage et sur leur archivage. Ça, c'est le plan de gestion des données. Globalement, alors il y a des modèles par financeur, on va le voir tout de suite. Alors, c'est un document, là encore, qui paraît nouveau, parce qu'effectivement, sur les agences de financement, on ne l'exige pas depuis très longtemps. Mais en fait, dès les années 60-70, on avait déjà des documents qui s'apparentaient très largement à des plans de gestion de données sans emporter le nom, qui existaient notamment par exemple, de la NASA, etc. Donc c'est vrai que là aussi, c'est la formalisation de choses qui étaient déjà faites. Côté modèle de DMP par les financeurs, alors il en existe plusieurs. Pour les programmes européens, il faut s'attendre à un changement. Il devrait être plus construit selon le modèle qui est celui de l'ANR actuellement, c'est-à-dire qui suivent le cycle de vie de la donnée, ce que je viens de vous montrer sur le schéma. Et il existe des modèles d'établissement aussi. Alors, il n'y en a pas pour Sorbonne Université, mais j'ai mis quelques établissements si vous avez d'autres partenaires et si vous souhaitez voir des modèles d'établissement. Alors, j'ai mis un petit mot sur les MADMP, donc les DMP qui seraient actionnables par des machines, puisque c'est l'idée. Alors, je ne pense pas qu'on en aura pour Horizon Europe. Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûre que ce sera finalement le cas. Mais il existe déjà des outils d'aide à la rédaction de DMP qui sont vraiment lisibles en machine. Il y en a un notamment qui s'appelle Argos et qui est assez intéressant. Alors moi, j'ai commencé à le tester, qui est assez intéressant parce que vous pouvez le sortir en plus dans un nombre dans beaucoup de formats de fichiers. C'est vrai que du coup, il est extrêmement bien structuré, etc. C'est un gros avantage. Le défaut de ça, c'est qu'il est beaucoup plus long à remplir qu'un DMP rédigé. Voilà. Mais sachez qu'il existe parce que pour certains projets, je pense qu'il peut être vraiment intéressant. Il fait vraiment le lien avec ce qu'il y a dans le jeu de données aussi. Donc, pour ce qui est partage des données et des codes, j'ai mis quelques liens pour rechercher des entrepôts de données si vous voulez aller regarder des entrepôts discipline par discipline. Donc, Refree Data, qui est un des plus connus, et Fair Sharing. Et puis, pour rechercher des jeux de données, donc en bas de la slide, deux liens, Search Data Site, et notamment le moteur de recherche d'OpenAir, qui vous permet de voir des jeux de données qui ont été publiés dans le cadre de projets européens. Si vous avez besoin d'exemples, il est assez bien fait de ce point de vue-là. Concernant les entrepôts de données, alors je pense que vous avez peut-être entendu parler de Zenodo, qui est mentionné dans pas mal de guidelines, qui est un entrepôt qui est maintenu par le CERN et financé par l'Union européenne, qui est très simple à utiliser, qui n'est pas modéré, qui a donc le défaut de cette qualité, c'est-à-dire que le dépôt est très rapide, mais du coup, il y a beaucoup de choses et il y a un côté un peu fourre-tout sur Zenodo, mais il présente quand même une grande simplicité, il vous attribue un DOI dès lors que vous déposez des données, donc c'est quand même sa force. Après, il y a effectivement les entrepôts d'éditeurs, donc Leadshare ou Mendeley Data, et puis beaucoup d'entrepôts disciplinaires. J'ai mis Dryad ou le GBIF, par exemple. Et dernier point sur les entrepôts, des entrepôts d'établissement. Alors, j'ai mis deux exemples, celui d'Indrae, il faut absolument que je corrige le sigle. Et pour l'instant, vous allez peut-être vous poser la question de y a-t-il un entrepôt d'établissement sur l'université? Pour l'instant, non. Il y a un projet au niveau national d'entrepôt national de données qui serait un entrepôt générique, alors qui s'appellerait et qui devrait paraître à la rentrée, qui s'appellerait recherche.data.gouv.fr et qui en fait serait là pour recueillir tous les jeux de données qui n'ont pas déjà de discipline, qui n'ont pas déjà d'entrepôt disciplinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un entrepôt qui est conçu
pour se substituer, à des initiatives disciplinaires existantes. C'est plutôt un entrepôt qui est conçu pour compléter, en fait, les initiatives disciplinaires existantes. Voilà. Pour l'instant, c'est l'objectif de cet entrepôt. Et c'est vrai que les établissements, du coup, enfin, les universités sont nombreuses à attendre de voir ce qui va sortir avec cette initiative nationale avant de voir un entrepôt d'établissement. Mais bon, tout ceci, peut-être que dans quelques mois, je vous dirai, les éléments auront changé et je modérerai ce que je dis actuellement. Bon, alors sur les données, les codes, j'en ai parlé, ça je vais passer, puisque effectivement, il y a quand même des passerelles entre que ce soit vers Software Heritage ou vers Zenodo depuis GitHub notamment pour partager ces codes de façon extrêmement simple et quasiment automatisée dès lors qu'on a configuré le partage. Donc ça peut être quelque chose d'assez pratique sur une utilisation, une collaboration sur GitHub qui est habituelle et le volet aussi partage en suivant. Et pour terminer, voilà, j'avais mis juste la question des data papers qui est quand même, enfin, j'avais mentionné les data papers ces articles de données qui décrivent en fait un jeu de données, les méthodes de recueil et qui détaillent en fait les potentiels de réutilisation. Dès lors que vous avez rédigé un plan de gestion de données de façon assez fouillée, vous avez quand même beaucoup de matière pour aller jusqu'au data paper. Donc, c'est pour ça que je le mentionnais et j'ai mis juste quelques exemples de revues en fait, qui sont spécialisées là-dessus. Pour terminer, je vais juste te dire un mot sur les services qu'on propose actuellement et ce qui est en projet. Donc, il y a un cycle de formation pour les enseignants-chercheurs qui est par le bureau de la formation professionnelle donc de l'université. Et donc, il y a tout un cycle sur la diffusion de la recherche dans lequel vous aurez des formations donc avec à date fixe sur toutes les questions liées aux données. Et puis, on peut également faire un accompagnement beaucoup plus personnalisé qui est avec des interventions à la carte dans les unités où vraiment, si vous le souhaitez, on peut co-construire en amont l'intervention de façon à ce que les exemples soient adaptés à la discipline, etc. Et après, un accompagnement plus individualisé qui est une aide à la rédaction et à la relecture de DMP. Alors, ça peut être à distance par mail, hein, mais c'est vrai que voilà. Et une prise en main de l'outil DMP Opidor si vous souhaitez l'utiliser, qui est un outil de rédaction de DMP. Et en projet, alors je mets guichet unique entre guillemets pour l'instant, puisque ça reste encore en projet, éventuellement un rapprochement des services que nous, on offre à la bibliothèque en matière d'accompagnement avec l'offre de services sur le stockage et l'offre de conseils en fait de sac à dos, donc qu'on essaye à l'avenir de travailler beaucoup plus en collaboration avec sac à dos. Et je vous ai mis toutes les adresses pour que vous puissiez les avoir sur les personnes, enfin les adresses génériques si vous souhaitez nous contacter, donc que ce soit les données ou les publications ou en